Salut tout le monde et bonjour à cette capsule vidéo. Va maintenant faire l'examen de automne 2022. Alors, c'est un examen de 12 questions. Alors, la question numéro 1. Alors, depuis quelques années, la question numéro 1, c'est tout le temps la question facile. Et de temps en temps, je mets une question facile pour la question numéro 2. Ou pas aussi facile que la question numéro 1. Alors, commencez tout le temps pour un examen avec la question numéro 1. C'est tout le temps la question la plus facile. Alors ici, je vous dis que le taux d'intérêt capitalisé 12 fois par année de 6 calculer le taux effectif. Alors, 1 plus le taux effectif est égal à 1 plus IM sur M à la M. Ici, c'est capitalisé 12 fois par année. Alors, M est égal à 12. Alors, 6 divisé par 12, ça veut dire qu'on crédite du 0,5 par mois, qui est équivalent à un taux effectif de 6,168 Je dis tout le temps que si vous n'êtes pas capable de faire la question numéro 1, regardez quelle est la date d'abandon de votre session. Alors, la question 1 va tout le temps être une question facile. Si vous ne pouvez pas faire celle-ci, je suis désolé, l'examen va être vraiment tough. Alors, question numéro 2. De temps en temps, la question numéro 2, c'est une question facile. Voyons voir celle-ci. Une hypothèque de 375 000 est remboursée sur 20 ans avec des paiements de 2 451,89 à la fin de chaque mois. Calculez le taux effectif d'intérêt. Donc, 375 000, c'est la present value. Le paiement mensuel, c'est 2 451,89 qui est remboursé sur 20 ans de paiement mensuel, donc 240 paiements. N est égal à 240. Compute taux d'intérêt va te donner un taux d'intérêt qui est mensuel, 0,4074. Alors, 1 plus I12 sur 12 à la 12 est égal à 1 plus le taux effectif, qui correspond donc à un taux effectif de 5 Question numéro 3. Alors, à partir de 3 à 12, généralement, il y a 10 questions qui sont des vraies questions. Alors, du niveau de difficulté. Si vous êtes capable de faire n'importe quel de mes examens, surtout les plus récents, si vous êtes capable de le faire, qui est généralement le TP de la session suivante, si vous êtes capable de le bien faire, déjà, vous avez fait une grosse partie de votre étude. Alors, en 2017, un prêt de 400 000 a été effectué au taux effectif de 3,91 La durée du prêt est de 30 ans avec des paiements mensuels en fin de période. Alors, c'était probablement les données, des vraies données, ça. 5 années plus tard, en 2022, le prêt est renégocié au nouveau taux d'intérêt effectif du marché de 6,92 Alors, ça, c'est des vrais chiffres. Alors, on a eu un peu d'inflation, les taux d'intérêt ont grimpé. La durée du prêt demeure inchangée, calculé le nouveau paiement mensuel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le taux effectif de 3,91 et on le convertit en taux mensuel. Alors, on a notre taux d'intérêt périodique sur 30 ans, donc 360 mois. Alors, 400 000 c'est la valeur présente. C'est la valeur présente de 360 paiements de R, notre paiement mensuel, escompté à 0,3201 qui nous donne une mensualité de 1873,32. Le solde du prêt après 5 ans, alors après 60 paiements, c'est égal à la valeur présente des 300 paiements qui restent. Alors, les 25 années qui restent, les 300 paiements de 1873,32 qui restent au taux d'intérêt. Donc, le solde du prêt, le outstanding balance après 60 paiements, après 5 ans, 360 856,67. Je fais tout le temps remarquer, on a un cinquième du prêt qui est écoulé, mais on a juste 10 du prêt qui est payé. Pourquoi? Les premiers paiements ont plus d'intérêt et les derniers paiements ont beaucoup plus de principal. Alors, il y a une croissance du principal payé sur la durée du prêt. Alors, chaque paiement subséquent va avoir plus de principal remboursé avec le paiement et chaque paiement subséquent va avoir moins d'intérêt payé avec le paiement suivant. Donc, on a notre solde du prêt 5 ans plus tard et le nouveau taux d'intérêt du marché effectif de 6,92 qui nous donne un nouveau taux d'intérêt. Et je vais calculer la nouvelle mensualité. Alors, le 360 000 qui reste à payer va être payé avec des paiements de R sur les 25 dernières années, mais au nouveau taux d'intérêt. Et donc, la mensualité va augmenter à 2 484,04. En date d'octobre 2023, il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent que si leur prêt redevient renégociable, ils ne vont plus être capables de faire leur paiement.
Alors ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont actuellement en train de vendre leur maison, mais si vous écoutez cette capsule dans le futur, peut-être qu'il y a eu des changements qui sont arrivés. Alors, les taux d'intérêt sont élevés, ça rend acheter une maison plus cher, surtout si ton taux d'intérêt n'était pas garanti, puis renégocier un nouveau taux. Alors, le taux d'intérêt est passé de 4 à 7 et le montant du paiement périodique est monté de 1800 à 2400. Alors, une augmentation de 33 du paiement. Alors, on remarque actuellement, en octobre 2023, qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à avoir de la misère à payer leur hypothèque, surtout s'ils avaient des taux variables. Alors, question numéro 4, le taux effectif est de 8 Un investisseur âgé de 30 ans placera 18 de son salaire dans un REER à la fin de chaque année pour une retraite à 65 ans, donc 35 paiements. Son salaire actuel est de 60 000, donc le premier paiement, c'est 18 de 60 000. Et chaque année s'attend à une augmentation salariale de 4 Donc, il reçoit 60 000 cette année. L'année prochaine, il s'attend à avoir 62 400. Il va payer 18 à son REER. Donc, la contribution va augmenter de 4 périodiquement. Donc, quelle est la valeur dans son REER à 65 ans? Ben, c'est égal au premier paiement fois 1 plus I à la N fois 1 moins 1 plus G divisé par 1 plus I à la N divisé par I moins G. Il n'y a aucun raccourci pour cette formule. Donc, 18 alors le premier paiement à 31 ans, ben, c'est 18 de son salaire, fois 1 plus I à la puissance 35, fois 1 moins 1 plus G, croissance de 4 divisé par 1 plus I, taux effectif de 8 à la puissance 35, divisé par I moins G. Cette personne va avoir quasiment 3 millions dans son REER, 2 926 598 et 93 à 65 ans. Le jour de son 65e anniversaire, il recevra un premier paiement annuel de X. Donc, c'est une rente perpétuelle, mais le premier paiement se fait aujourd'hui, à 65 ans. Donc, pour les formules de rente perpétuelle et toutes les formules de progression géométrique, pour que la formule fonctionne, il faut que le premier paiement se fasse dans une période. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un paiement à 65 ans et il y a des paiements de 66 à l'infini. Alors, on va séparer cette rente en deux composantes. Le paiement de X à 65 ans et les paiements de 66 à l'infini, la valeur escomptée aujourd'hui, elle est de X divisé par I. I étant 8 Donc, et on dit que ça, c'est égal à 2 926 598 et 93. Et donc, on isole notre X qui est de 216 785 et 11. Erreur commune. On oublie que le premier paiement aujourd'hui, on doit en tenir compte. Si je disais que le premier paiement, il recevra un premier paiement de X le jour de son 65e anniversaire, le X qui est ici, il disparaît. Alors, c'est tout simplement une rente perpétuelle. Mais il y a un paiement supplémentaire qui se fait à son 65e anniversaire. Il faut en tenir compte. Ça, c'est une pogne qui revient dans chacun de mes examens. Alors, une progression géométrique avec un premier paiement aujourd'hui ou une rente perpétuelle avec un premier paiement aujourd'hui. Question 5. Le taux d'intérêt capitalisé 12 fois par année est de 3 Ça, c'est équivalent à 0,25 par mois. Une hypothèque de 475 000 est remboursée avec des paiements mensuels pendant 300 mois, 25 ans. Calculez le montant des intérêts crédités avec le deuxième paiement. Il va tout le temps avoir une question comme ça à mon examen. Donc, mon taux d'intérêt est de 0,25 par mois. La valeur présente est de 475 000, qui est remboursée avec 300 paiements de R à la fin de chaque mois, au taux d'intérêt de 0,25 par mois. Alors, ça me donne une mensualité de 2 252,50. Je veux savoir quel est le montant des intérêts crédités avec le deuxième paiement. Donc, si je voulais savoir quel était le montant des intérêts crédités avec le premier paiement, ben, je prendrais 475 000 et je multiplierais par 0,25. Mais je veux le deuxième paiement. Donc, il faut que je trouve le solde après un paiement. Après un paiement, ben, c'est tout simplement égal à la valeur présente des 299 paiements qui restent. Donc, le solde du prêt après un paiement, c'est un peu moins que 475 000. C'est égal à 473 935. Et le prochain paiement,
va avoir du principal et des intérêts. Alors, je vais faire un paiement de 2252, mais de ce 2252, il va avoir 1184,84 qui va être versé en intérêt. Si j'aurais demandé quel était le principal remboursé avec le deuxième paiement, ben, ce serait 2252,50 moins 1184,84 pour avoir la bonne réponse. Question numéro 6. I12 sur 12 est égal à 0,45. Une hypothèque de 430 000 est remboursée avec des paiements mensuels pendant 20 ans, 240 mois. Calculez le montant du principal remboursé dans la première année. Donc, pardon. Alors, pour faire ce calcul, premièrement, je dois calculer la mensualité. Alors, 430 000, c'est la valeur présente de 240 paiements mensuels de R escomptés à 0,45 %. Donc, la mensualité est égale à 2 933,78. Pour calculer le montant du principal remboursé dans la première année, ben, autant T est égal à 0. Le solde du prêt, c'est 430 000. Alors, je pourrais regarder c'est quoi le solde du prêt après un an. Donc, le solde du prêt après un an, ben, c'est la valeur actuelle des 228 paiements. Alors, j'ai fait 12 paiements après un an. Il me reste 228 paiements à faire. Donc, c'est le solde des 228 paiements de 2 933,68. Et donc, le solde du prêt après un an est de 417 714,71. Donc, au temps 0, j'ai le solde du prêt. Au temps 1, j'ai le solde du prêt. Ben, la différence entre les deux, c'est tout simplement le principal qui a été remboursé dans la première année. Alors, à l'examen, j'ai eu beaucoup d'étudiants qui ont essayé de calculer quel était le principal qui a été remboursé avec chacun des 12 premiers paiements. Alors, si vous faites le calcul de cette façon-là, c'est une bonne façon de le faire, mais vous allez voir que ça va être long répondre à la question. Question numéro 7. Le taux effectif est de 5,25 %. Une rente de retraite payera 47 500 $ au 1er janvier de 2028 à 2053 inclusivement. Donc, ici, y a-t-il 25 paiements? Parce que ça, c'est une pointe qui revient souvent à mes examens. Si je vous dis au 1er janvier de 2028 à 2029, il y a 2 paiements. Donc, il faut inclure le dernier paiement. Alors, il y a 25 ans, mais c'est au 1er janvier de chaque année, donc il y a 26 paiements en tout. Alors, on a calculé la valeur de cette rente au 1er janvier 2023. Donc, la première chose que je vais faire, ben, je vais mettre au 1er janvier 2027. Il y a un premier paiement qui va être fait dans une année. Alors, il y a 26 paiements de 47 500 escomptés à 5,25 %. Et donc, la valeur au 1er janvier 2027, c'est 665 562,78. Et donc, la valeur au 1er janvier 2023, ben, c'est la valeur au 1er janvier 2027, escomptée avec 4 périodes d'intérêt. Ça me donne 542 376,18. Une autre façon de faire le calcul, donc, une autre façon de le faire, si vous préférez des annuités dues, alors, ce serait au 1er janvier 2028, ce serait la valeur escomptée de 26 paiements de 47 500 au 1er janvier, escompté avec 5,25 %. Donc, au 1er janvier 2028, ça vaut 700 504 et 82. Et si on escompte ça avec 5 périodes d'intérêt du 1er janvier 2028 au 1er janvier 2023, ben, ça vaut encore une fois 542 376 et 18. Question numéro 8 maintenant. Donc, question 8. Une action vient tout juste de verser un dividende. Le dividende qui a été versé hier, le dividende 0, est de 2,55. Donc, le prix d'une action est égal au dividende au temps 1 divisé par I moins G. Donc, le dividende au temps 1, c'est le dividende qui a été versé hier, 2,55, avec une période de croissance. On s'attend à une croissance de 15 % pendant 5 ans et de 4 % par la suite. Le bêta du titre est de 0,85, rendement attendu du marché 10 %, taux sans risque est de 3 %. Que doit être le prix de l'action? Donc, le rendement des actionnaires ordinaires, ben, c'est égal au taux sans risque, 3 plus bêta, 0,85, fois la différence entre le rendement du marché et le taux sans risque, donc 8,95 %. Vu que le bêta est plus petit que 1, le rendement attendu des actionnaires est plus petit que 10 %. Le dividende qui vient juste d'être versé était de 2,55 et on dit que les 5 prochains vont croître à du 15 %.
Donc, chaque dividende pendant 5 ans va croître pendant 15, à du 15 %. Donc, on est capable de projeter les 5 prochains dividendes. Et par la suite, le dividende au temps 6, ben, ça va être le dividende au temps 5 et qui va croître à du 4 %. Et le dividende 7, 8, 9, 10 jusqu'à l'infini, tous les dividendes par la suite, ils vont croître à du 4 %. Mais par contre, on peut calculer le prix de l'action, la valeur de l'action au temps t est égal à 5. Alors, la valeur de l'action au temps 5, c'est la valeur actuelle des dividendes de 6 à l'infini. Et cette formule se réduit aux dividendes dans une période divisé par I-G. Donc, on est capable de calculer la valeur de l'action à t est égal à 5, qui est de 107,76 $. Et donc, le prix de l'action, ben, c'est égal au dividende au temps 1 escompté avec une période d'intérêt, plus le dividende au temps 2 escompté avec 2 périodes, temps 3, 3 périodes, temps 4, 4 périodes, plus le dividende au temps 5 escompté avec 5 périodes d'intérêt. Et immédiatement après qu'on a qu'on a reçu le dividende, on vend l'action pour 107,76 $. Alors, erreur commune, c'est vendu au temps 5 et non au temps 6. Et donc, le prix de l'action au temps 0 devrait être de 85,23 $. Question 9. Une action coûte 42,50 $. Le bénéfice net par action ordinaire. Alors, le earnings per share, les profits de la compagnie divisé par le nombre d'actions, c'est 5,07 $. La compagnie verse un dividende annuel fixe et constant. Le bêta du titre est égal à 1 et le rendement attendu du marché est de 9 %. Alors ici, je ne vous donne pas le taux sans risque. Alors ça, c'était la pogne de cette question. Quel est le taux de distribution des dividendes de cette action? Si le bêta est égal à 1, ben, ça veut dire que le rendement attendu de l'action devrait être au taux sans risque plus 1 fois le rendement du marché moins le taux sans risque. Donc, ça devient le taux sans risque plus le rendement du marché moins le taux sans risque. Et donc, le rendement du titre est égal au rendement du marché. Donc, un bêta de 1 veut juste dire que le rendement du titre est égal au rendement du marché qui est de 9 %. Donc, le prix d'une action aujourd'hui de 42,50, ben, c'est égal au dividende au temps 1 divisé par le rendement de l'action moins le taux de croissance qui est nul. Alors, G est égal à 0, le dividende est constant, le taux de croissance est de 0. Et donc, on est capable d'isoler le dividende au temps 1 qui devrait être égal à 3,825 $. Alors, 3,825. Alors, si le dividende est de 3,825 et les profits de la compagnie sont de 5,07, quel est le taux de distribution des dividendes? C'est un peu plus que 75 %. Donc, c'est une compagnie qui verse 75 % de ses profits sous forme de dividendes et elle réinvestit 25 % ou un peu moins que 25 % de ses profits pour investir dans les nouveaux projets. Alors, le taux de dividende est de 75,44. Le taux de rétention est de 24,56 %. Question 10. La valeur nominale d'une obligation est de 1 000 $. Une obligation 12 ans émise en 2012 verse un coupon annuel de 65 $ et coûte 1 348,39 $. Alors, j'ai une obligation de 12 ans qui verse un coupon de 65. Alors, on est capable, en conséquence, de trouver le taux d'intérêt. 3 années plus tard, les taux d'intérêt ont grimpé de 3 %, que doit être le nouveau prix de l'obligation. Donc, en 2019, on avait une obligation qui valait 1 348,39 $. Ce prix est égal à la valeur actuelle des 12 coupons de 65 $, plus la valeur nominale de 1 000 $ qui serait versée dans 12 années. Donc, ça nous donne un taux d'intérêt qui est égal à 3 %. Et on nous dit que 3 années plus tard, le taux d'intérêt a grimpé de 3 %, donc le nouveau taux d'intérêt est de 6 %. Donc, il reste 9 coupons. Donc, le prix en 2022, ben, c'est égal à la valeur actuelle des 9 coupons de 65 $ escomptés à du 6 %, plus le 1 000 $ qui serait versé dans 9 années escompté à du 6 %. Et donc, le prix de l'obligation va chuter de 1 330 à 1 348 à 1 034 et 1. Alors, question 11.
Alors, le taux sans risque est de 3%. On vous donne la distribution des rendements des deux titres X et Y. Alors, c'est une distribution qui est jointe. Alors, quand vous voyez une distribution qui est comme ça, sachez qu'il va y avoir une covariance et une corrélation. Calculez le rendement attendu d'un portefeuille qui est 40% X, 40% Y et le reste en bons du trésor. Alors, pour ceci, on doit calculer l'espérance du rendement de X, on doit calculer l'espérance du rendement de Y. Donc, l'espérance du rendement de X, c'est moins 5% fois 0,2, plus 0 fois 0,2, plus 0,05 fois 0,2, plus 0,1 fois 0,2, plus 0,15 fois 0,2. Et donc, le rendement de X est de 5%. Même principe pour Y, ça nous donne le rendement de Y qui est de 10%. Et on veut maintenant savoir quel est le rendement d'un portefeuille qui est 40% du portefeuille fait du 5%. J'ai 40% de mon portefeuille qui fait du 10% et j'ai 20% de mon portefeuille qui fait du 3%. Donc, mon portefeuille devrait faire du 6,6%. La question suivante, c'est la même distribution. Je vous demande de calculer la covariance entre X et Y. Alors, j'ai déjà calculé l'espérance de X et de Y. Pour calculer la covariance entre X et Y, je prends pour chacune de ces 5 combinaisons, je prends X moins la moyenne de X fois Y moins la moyenne de Y fois la probabilité. Donc, ça devient 20% fois moins 5%, moins 5%, fois moins 2%, moins 10%. 20%, 0 moins moyenne de X, 4% moins moyenne de Y. 20% X moins espérance de X, Y espérance de X, et pour chacune des possibilités. Ça me donne une covariance qui est égale à 0,6%. Et c'est la réponse qui est attendue. Alors, la covariance entre X et Y est de 0,6%. Honnêtement, je regarde cette question et je pense que quand j'ai créé cette question, j'étais fatigué, c'était la dernière question. J'ai mis une question relativement facile parce que si vous savez comment programmer votre calculatrice, vous pouvez avoir la réponse directement. Vu que la distribution, elle est uniforme, on peut facilement avoir la réponse. Et de même, pour la question numéro 11, on peut facilement avoir la réponse parce que c'est une distribution qui est uniforme. Et ceci conclut question 12, j'ai pas de question 13. Et ceci conclut la capsule vidéo.